Maru Gilbert, bonjour, merci Bonjour. de nous accueillir dans votre bureau de l'ULB. Alors vous êtes devenu, par la force des choses, l'un des visages les plus connus de l'espace médiatique de la communauté française. Est-ce que, cela dit, au-delà du Covid, vous pouvez peut-être nous dire quels sont pour vous les principaux défis en matière de santé publique à l'horizon, disons, 2030? Alors je pense qu'il y a un avant et un après par rapport au risque de pandémie. Donc je pense pas qu'on se laissera encore piéger à être aussi impréparé par rapport au risque pandémique. Donc il faut savoir que le risque pandémique est un risque qui était préexistant à la crise de Covid. Donc il y a d'autres, on a connu d'autres pandémies dans le passé, il y avait des menaces pandémiques. Et c'est vrai qu'on n'était pas très bien préparé. En Belgique, ce n'est pas une spécificité belge, hein, il y a pas mal de pays européens qui ont connu exactement le même niveau d'impréparation. On se rappelle la question des masques, la question du testing, etc. Donc avoir un plan pandémie prêt, ça je pense qu'on ne va pas y couper. Mais au-delà de ça, je pense que cette crise a aussi mis en lumière en fait toute une série d'autres éléments qui étaient aussi préexistants à la crise, parce que comme souvent les épidémies viennent un peu révéler des faiblesses, et les faiblesses qu'on peut avoir dans notre système de santé. Et il y en a toute une série. La première chose, c'est le niveau en fait, d'un certain nombre de comorbidités, d'autres maladies, qui sont des maladies endémiques, non infectieuses, que peuvent être diabète, cancer, qui sont liées en partie au mode de vie. Et donc, tout d'un coup, on se rend compte que toutes ces maladies-là, elles ont un poids et qu'en conditions épidémiques, ça aggrave encore les choses. Donc, on peut agir là-dessus par de la prévention. Et donc là, je pense que si on réfléchit à long terme, on peut aussi essayer de repenser un peu mieux la prévention par rapport à toutes ces maladies, parce qu'il y a une partie de ces maladies qui sont évitables. Il y a toute la question de tout ce qu'on investit en fait dans le système de santé, la manière dont on l'investit, la manière dont on l'organise, la manière dont on organise la première ligne. Il y a un débat qui va revenir très vite à l'avant-plan, c'est tout le débat qui porte sur les numéros UNAMI et sur les corps de médecins. Est-ce qu'on ne crée pas artificiellement une situation de pénurie et comment est-ce qu'on l'évite? Comment est-ce que les professionnels de la santé, à la fois médecins, mais aussi tous les autres, parce que toute la cohorte, infirmiers et autres, comment est-ce qu'ils peuvent faire leur travail dans des bonnes conditions. Et ça, je pense que c'est vraiment un élément de réflexion qu'on doit avoir à long terme. Et je pense que ces deux éléments-là sont vraiment les éléments un peu structurants qui doivent guider une politique qui envisagerait long terme, une politique sanitaire. Quand vous insistez sur l'aspect de prévention, ça met en évidence que la santé publique, finalement, c'est quelque chose de transversal qui touche à nos modes de vie, vous avez dit, à la manière dont notre société est organisée. On ne sait pas finalement avoir une politique de santé sans avoir une politique de société? Ça, c'est clair. En fait, mais ça, encore une fois, ça n'a rien, la pandémie a révélé un certain nombre de choses. Donc, par exemple, le fait qu'il y ait des liens entre le niveau socio-économique, par exemple, et le risque de transmission, où aujourd'hui on trouve des liens entre les taux de vaccination et le niveau de revenus de différentes communes, en particulier à Bruxelles, c'est des choses qui étaient déjà connues avant. Donc, il y a toujours eu des liens entre des questions de santé publique et la vie sociale, la vie économique. La précarité, ça n'a rien de neuf. Mais par contre, si on veut penser une politique de santé publique en y pensant avec l'angle de la prévention, eh bien, il faut essayer de travailler à la racine et essayer de mieux comprendre ces liens qu'il peut y avoir et voir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses autour de l'accessibilité aux soins. Il y a plein de questions qui tournent autour de l'accessibilité aux soins. Et l'accessibilité aux soins, ce n'est pas juste une question financière, c'est aussi parfois une question d'éducation. Il y a d'autres obstacles qui viennent se mettre entre les patients et le soin. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut réfléchir, tirer les leçons de la crise, voir ce qu'elle a mis en lumière et essayer d'utiliser ça pour améliorer en fait notre système global de santé. Est-ce qu'on n'a pas en définitive oublié qu'on était vulnérable? Ça, c'est clair. On ne peut que se réjouir en fait de cette diminution de la vulnérabilité par rapport aux maladies infectieuses. Donc les antibiotiques nous ont fait, de certaine manière, les maladies bactériennes ne sont plus un gros problème de santé publique, c'est-à-dire, mais il y a des problèmes de résistance aux antibiotiques qui apparaissent. Et il ne faut pas se sentir complètement invulnérable parce que sinon on s'expose à d'autres problèmes. Et donc ça vient nous rappeler cette vulnérabilité à la fois par rapport aux sanitaires, mais aussi notre vulnérabilité en société par rapport à toutes sortes de risques en fait, qui nous menacent. Donc on peut penser le risque sanitaire de façon isolée, mais on peut aussi penser le risque sanitaire de façon plus large. Et donc il y a un concept qui a beaucoup émergé au niveau des organisations internationales, mais qui est un concept important, qui est le concept d'une seule santé. Et c'est cette notion que la santé humaine, en fait, ne peut pas être considérée complètement isolément à la fois de l'environnement et de la santé animale. En fait, il faut essayer de viser à une bonne santé à la fois de l'homme,
des animaux, parce qu'en fait, il y a énormément de pathogènes qui nous viennent de nos contacts avec nos animaux domestiques ou les animaux d'élevage qui sont utilisés pour l'alimentation, et aussi la santé de l'environnement, la santé des écosystèmes. Et qu'en fait, ces trois pôles-là sont liés. Et qu'en fait, il faut passer à une autre manière de penser la santé qui couple en fait l'ensemble de ces éléments-là. Il y a certains exemples qui sont très concrets. Par exemple, la résistance aux antibiotiques est quelque chose qu'il faut rencontrer à la fois dans le domaine de la santé humaine, de la santé animale, parce qu'il y a énormément d'antibiotiques qui sont utilisés en santé animale, mais aussi au niveau de l'environnement, parce que les résistances aux bactéries vont se retrouver dans l'environnement, peuvent se retrouver dans des sédiments, de lacs, de rivières ou de mers. Et donc, il faut rencontrer ce problème de façon globale et de façon systémique. Et tout ça, c'est un peu un changement de paradigme dans lequel on va devoir aller dans les prochaines décennies. Donc, passer du curatif au préventif et ouvrir en fait la santé à ne pas considérer uniquement la santé humaine, mais une seule santé, donc l'ensemble de ces différents compartiments. Un autre aspect que la crise du Covid a mis en évidence, c'est la question de la santé mentale. Donc la santé mentale des citoyens a été quand même mise sous pression, la santé mentale des patients qui ont atteint le Covid, qui ont été atteints de Covid et notamment de Covid long est aussi quelque chose qui est central. Quand on dit une santé, on a aussi envie peut-être de penser que c'est une santé pour la santé corporelle et la santé mentale, elles sont très liées. Oui, c'est évident. Et c'est vrai que dans cette crise, en fait, dans un premier temps, puisqu'on a affaire à un virus qui est assez virulent, qui envoie un certain nombre de personnes aux soins intensifs, etc., on s'est vraiment concentré sur la prévention de la propagation, en mettant beaucoup l'accent sur la santé physique, et je pense que c'était très, très, très important de le faire. Et puis on a vu petit à petit en fait, tous les effets des mesures qui étaient prises et les effets qu'ils pouvaient avoir sur la santé mentale. Ça a rappelé en fait, cette nécessité d'un équilibrage entre les deux. Mais la santé mentale, elle peut être affectée pas uniquement par des épidémies, elle peut être affectée là aussi par un ensemble de choses. La vie au travail a un impact sur la santé mentale. On est effectivement, pour beaucoup de personnes, le premier lockdown a été une espèce de repos tout d'un coup, par rapport à une espèce d'emballement au niveau autour du travail dans lequel nos sociétés étaient arrivées. Donc tout ça, ça fait aussi partie de la prévention au niveau de la santé mentale. On a aussi vu pendant toute cette crise des tensions entre liberté, égalité et la santé publique. En fait, on a envie de dire, est-ce que la santé est en train de devenir, ou qu'on reprenne conscience que la santé est une valeur. D'ailleurs, au réveillon, on se dit toujours bonne santé, c'est la première chose que l'on se souhaite. Est-ce que c'est peut-être ce qui pourrait devenir la valeur centrale du XXIe siècle ? Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr de ça. On en parle beaucoup. Moi, j'ai l'impression que la santé, c'est quelque chose d'un peu invisible. Enfin, ma perception, là je parle vraiment d'une vision très personnelle. C'est-à-dire que quand tout va bien, on n'a pas conscience que tout va bien. Et que c'est quand tout d'un coup, les choses se dégradent, soit au niveau de la santé physique ou de la santé mentale, qu'on prend conscience de l'importance de ça. Mais parfois, il est parfois trop tard par rapport à tout ce qui est moyens préventifs et des choses comme ça. Mais c'est le fait d'être en bonne santé qui nous permet d'avoir accès à toute une série d'autres choses. Donc c'est très très central dans nos vies, ça touche vraiment à l'intime. Mais de là en faire une valeur, je ne suis pas convaincu. Mais par contre, là où je pense qu'il y a vraiment un avant et un après, c'est qu'en fait, au travers de cette crise, on a réaffirmé la valeur de la vie. Et ça, je pense que c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut quand même, dans une perspective historique, on est après des décennies durant lesquelles, en fait, voilà, on a vu comme ça l'économie prendre un rôle très 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 important dans nos vies, et face à des crises qui peuvent se profiler, que peut être le changement climatique, etc. Le discours a été toujours dit, bon, il n'y a pas le choix, il faut l'économie first, donc il faut l'économie d'abord. Et je pense que là, face à l'ultime, face à la menace de la pandémie qui arrivait, eh bien, tout d'un coup, on n'a pas hésité à tout arrêter pour sauver des vies. C'est-à-dire qu'à un moment, la société s'est dit, eh bien non, en fait, les avions, les trucs, non, on arrête tout. Les industries, on arrête tout. Il faut d'abord sauver des vies. Et on a sauvé des vies qui sont et ce n'est pas les personnes actives. C'est ça qui est assez remarquable. C'est qu'on a arrêté la société pour sauver en fait les personnes les plus vulnérables, puisqu'il faut le rappeler, plus de 95% de la mortalité sont des personnes de plus de 65 ans. Donc des personnes qui sont plus professionnellement actives. Donc c'est toute la société qui s'arrête à un moment pour protéger les plus vulnérables d'entre nous. Et ça, je pense que c'est un événement tout à fait remarquable parce qu'il vient réaffirmer au niveau des valeurs que la vie est une valeur ultime et que c'est ça qu'on met avant. Et que donc,
enfin moi c'est comme ça que je l'interprète, c'est qu'à un moment, la vie passe avant et c'est l'économie qui est au service de nos vies et pas l'inverse. Ouais, santé, vie, qualité, parce que finalement, remettre au centre la question de la santé publique, c'est pas aussi de mettre la question de la qualité. Il ne s'agit pas simplement, par exemple, de vivre plus longtemps, donc du nombre d'années, mais aussi de s'intéresser à la qualité de notre temps de vie, la qualité de l'alimentation. Est-ce que finalement, ce n'est pas cette question de simplement passer de la quantité à la qualité aussi, quand vous dites que l'économique doit repasser comme un moyen au service de la vie? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de cela? Oui, mais je pense que ce n'est pas tout à fait neuf, c'est-à-dire que on voit bien, tant dans le domaine de l'alimentation que dans le domaine de l'énergie, dans toutes sortes de domaines où nous entraîne cette espèce de course de toujours plus. Et cette course de toujours plus, en fait, satisfait des besoins ou des envies immédiates, mais elle a toute une série de conséquences et qu'on externalise, auxquelles on ne pense pas, et des choses comme ça. Et donc remettre au centre justement la qualité, donc la qualité de vie, la qualité des produits, la qualité des relations qu'on peut avoir, est une manière en fait de ralentir un petit peu cette course au toujours plus qui sera bénéfique dans toutes sortes de compartiments. C'est-à-dire qui sera bénéfique à la fois en termes de qualité des relations humaines, mais aussi qui peut être bénéfique pour l'environnement et qui donc peut être par retour. Donc il y a toutes sortes d'effets retours positifs qui peuvent résulter du fait d'accepter de ne plus être dans le toujours plus. Finalement, là, j'ai l'impression que vous rejoignez ce qui était la conviction annoncée à la base du mouvement Il fera beau demain, c'était l'idée que le progrès devait non plus être dans le toujours plus, mais plutôt dans l'idée de chercher le mieux. Est-ce que c'est quelque chose qui peut évoquer justement quelque chose chez vous? Mais je partage assez cette idée, en tous les cas. Je pense vraiment qu'il faut sortir de ce toujours plus, parce que ce toujours plus nous entraîne dans un chemin, d'une espèce de course sans fin, où les uns et les autres se perdent, ne s'y retrouvent plus. Et donc je peux tout à fait adhérer à cette idée. Après, il faut voir qu'est-ce qu'on met dans le mieux. Bien sûr. Je pense que si vous posez la question à 100 personnes, vous aurez différentes versions de ce qu'est vivre mieux. Mais là où je voudrais insister, peut-être, puisque ça se fait dans le cadre d'un mouvement politique, c'est de l'importance d'associer les gens à la définition de ce toujours mieux. C'est-à-dire que je pense qu'une des choses qui nous a beaucoup manqué dans cette crise, c'est le participatif, c'est le fait d'impliquer les citoyens dans des choix qui sont des choix importants pour eux. Et s'il y a peut-être encore un message qui peut se coupler à ce toujours mieux, c'est d'associer en fait les citoyens à la définition de ce toujours mieux, parce que sinon le risque c'est toujours de venir avec des propositions qui ne collent pas avec ce que les gens sont prêts à faire. Et donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de très important et de très central. Méru Gilbert, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.